Un Boeing 747 plonge vers l'océan Pacifique. Les passagers bondissaient de leur siège. Plus personne ne maîtrisait l'appareil. Il allait s'écraser. Le vol 6 de China Airlines fait un plongeon de 10 km en 2 minutes. L'avion se désintègre en se précipitant vers l'océan. J'ai fermé les yeux, j'étais convaincu que j'allais mourir. Altitude, 15,000 feet. 12,000 feet. 10,000 feet. Emergency, emergency. Le 19 février 1985, un vol de China Airlines survole l'océan Pacifique à 12 000 mètres d'altitude, en direction de Los Angeles. L'aube se lèvera sous peu. Pour les passagers et l'équipage, il fait nuit. Les deux membres de l'équipage de relève veillent sur l'appareil qui survole l'océan grâce au pilote automatique. Le reste de l'équipage profite de quelques heures de sommeil afin d'être en forme pour l'atterrissage. Mais Mi Myun Ho, le commandant de bord, n'arrive pas à s'endormir. Good morning, gentlemen. Il regagne son poste avant l'heure prévue. Thought I'd keep you company. Le commandant de bord n'est pas le seul à passer une nuit blanche. Sexan Canio et son meilleur ami Alex Knoll célèbrent une occasion spéciale. Sexan fête son 30e anniversaire. Mon anniversaire a duré longtemps. Je gagnais 12 heures en retournant à Los Angeles. Alors, on buvait du champagne à plus de 12 000 mètres d'altitude. Bien peu de gens ont cette chance. Bill Peacock, assis en première classe, a parcouru le monde entier comme employé du gouvernement américain. C'était un vol bien ordinaire. J'étais assis confortablement en première classe. J'ai lu un peu, puis je me suis endormi. L'avion approche de la Californie. Good morning, ladies and gentlemen. We will shortly be serving you breakfast. For those of you who wish to adjust your watches, the local time in Los Angeles is now 7 a.m. Sleep well? Very well, sir. Thank you. Good morning, Captain. Good morning. L'équipage technique se réunit après une pause de 5 heures. L'avion se heurte à de forts vents. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We're experiencing some light air turbulence. Please fasten your seatbelts and Le pilote automatique est programmé pour maintenir la vitesse de l'avion à 470 km à l'heure, mais les vents compliquent rapidement sa tâche. L'équipage s'inquiète de plus en plus. Engine 4 is giving us weak thrust. Un des moteurs lui cause des ennuis. Le mécanicien de bord actionne les manettes de poussée, mais le moteur ne réagit pas. we're losing speed. En classe économique, Sexan Canio constate un changement. You notice the light in that wing isn't flashing anymore. So what? J'étais convaincu qu'il y avait un clignotant de forme conique au bout de l'aile. Mais lorsque j'ai regardé à l'extérieur, je ne le voyais plus. Dans le poste de pilotage, la situation s'envenime. Engine 4 flamed out. Le quatrième moteur cesse de tourner.
Take a look at engine out procedures. Work out a 3-engine cruise altitude. La défaillance du quatrième moteur ne surprend pas l'équipage. Lors de l'exposé avant vol, le commandant Ho a appris que les mécaniciens avaient effectué quelques ajustements au quatrième moteur. Le moteur était peut-être défectueux. We had a snag advisor on engine 4 before we took off. Yes, sir. Maybe that's it. Sans le quatrième moteur, l'avion continue de ralentir. Airspeed 240. Call Oakland Center and request a lower altitude. Oakland Center. Dynasty 006, requesting new altitude. Dynasty 006, stand by. Reignite engine 4. Yes, Captain. À cette altitude, il y a très peu d'oxygène. Il est peu probable que le moteur se rallume. No response, Captain. Pendant que l'équipage tente de rallumer le moteur, l'avion vire lentement vers la droite. Dynasty 006, you're cleared to flight 240. We're banking right, Captain. Airspeed 230. L'avion continue de virer vers la droite et de ralentir. Les moteurs risquent de s'étouffer. Altitude hold off. Nose down. Le commandant Ho espère accélérer le mouvement de l'appareil en piquant du nez. Mais rien à faire, l'avion vire de plus en plus abruptement. Dynasty Flight 006, Oakland Center, how do you hear me? Airspeed 220. We're banking right, Captain. I'm disengaging autopilot. Pour la première fois, le commandant Ho prend les commandes de l'appareil. Il n'arrive pas à redresser l'appareil, car le ciel est très nuageux. Il lui est impossible de voir l'horizon. I've lost ADI. The ADIs have malfunctioned. It's going out of limits. Quelques minutes après la défaillance du quatrième moteur, l'appareil décroche et plonge vers le sol. Les passagers bondissaient de leur siège et heurtaient les parois de la cabine. Les plateaux de thé chaud et de nouilles frappaient les passagers de plein fouet. Les compartiments bagages se vidaient. Le bruit des rivets qui éclataient ressemblait à celui d'un projectile d'arme à feu. Pourtant, au milieu de l'océan, personne ne nous tirait dessus. Nous ignorions si nous allions nous en sortir. Le vol 6 de China Airlines poursuit sa course folle vers l'océan. Dynasty 006, Oakland Center, how do you hear me? Le comportement étrange de l'appareil étonne l'équipage. Le mécanicien de bord tente de redémarrer le quatrième moteur malgré les mouvements brusques de l'appareil. La force G est si puissante que le mécanicien de bord est coincé contre le manche de l'appareil. Dynasty 006, Oakland Center, do you copy? You need to see this.
Le contrôleur aérien d'Oakland constate la descente subite de l'appareil. En quelques secondes, l'avion effectue un plongeon de près de 3000 mètres. Altitude 370, 360, 350. La force G est impitoyable envers les passagers. J'ai fermé les yeux. J'étais convaincu que j'allais mourir et que l'avion allait exploser en plein ciel. L'avion dépassera sous peu sa vitesse maximale. Approaching VMO. L'avion plonge à un rythme effréné, puis se redresse lentement. Les forces G changent de direction et les passagers sont cloués au sol par une pression 5 fois plus élevée que leur poids. Le visage d'un Chinois assis tout près de moi, à l'air digne et raffiné, était complètement déformé, comme celui d'une statue de cire en feu. Il n'avait plus du tout la même forme. Pendant que l'équipage tente de maîtriser l'appareil, celui-ci ralentit. Airspeed 180 knots and falling. Dynasty 006 Oakland Center, how do you read me? Airspeed 140 knots and falling. L'avion descend encore, mais plus lentement. L'équipage aura peut-être la chance d'en reprendre la maîtrise. Tandis que l'appareil poursuit sa chute, le mécanicien de bord s'empare de la manette de poussée. Airspeed 80 knots and falling. Mais les moteurs ne redémarrent pas. No response. The engine is flamed out. Après un plongeon de 3000 mètres en 30 secondes, l'avion entreprend une deuxième chute. Cette fois-ci, l'avion piquait du nez, littéralement. Il plongeait à vive allure. Une fois de plus, la puissance brutale de la force G attire les passagers vers le nez de l'appareil. Plus personne ne maîtrisait l'appareil. Il allait s'écraser. J'avais l'impression d'être sur un bateau qui tangue lorsque son moteur ne tourne plus. C'était effrayant. Dynasty 006. L'équipage n'arrive pas à maîtriser l'appareil. Il ne répond pas aux 6 appels consécutifs de la tour de contrôle. La violence de la chute arrache les portes du train d'atterrissage. En moins d'une minute, l'avion plonge de 6 km. Altitude 15,000 feet. Sans ligne d'horizon, le commandant Ho ne peut plus s'orienter. We pass VMO. Sans point de référence, il ne peut interrompre la spirale de l'avion. Emergency. Emergency. L'avion plonge de plusieurs kilomètres et surgit des nuages. Pendant qu'on plongeait, je pouvais très bien voir l'océan par le hublot, comme si je regardais à travers une loupe. Nous nous en approchions de plus en plus vite, et nous étions convaincus que nous allions mourir. Altitude 12,000 feet. Si le commandant Ho n'arrive pas à maîtriser l'appareil, celui-ci s'écrasera dans l'océan dans 30 secondes. I can see the horizon. Altitude 10,000 feet. Le commandant peut enfin se fier à la ligne d'horizon pour redresser l'appareil. Mais les passagers doivent subir les contre-coups de ces manœuvres d'urgence. Ils sont cloués à leur siège par la force G. La force G exerçait une énorme pression sur mon corps. Je pèse 90 kilos, mais j'avais l'impression d'en peser plus de 500. C'est une course contre la montre et il semble que l'avion remportera la victoire.
ADI's coming back. L'avion se redresse lentement et l'indicateur d'assiette fonctionne de nouveau. ADI's coming in. Puis, mystérieusement, 3 des 4 moteurs se remettent à tourner. Engines 1, 2, and 3 are coming back. Engine 4 still negative. Reignite engine 4. Yes, Captain. Le mécanicien de bord essaie de nouveau de rallumer le 4e moteur et cette fois-ci, Engine 4 reigniting. pour la première fois depuis plusieurs minutes, l'équipage maîtrise l'appareil. L'équipage a sauvé l'avion. Il a réussi à arrêter sa chute périlleuse à 2900 mètres d'altitude. L'appareil a surgi des nuages à 3350 mètres et 450 mètres plus bas, l'équipage a maîtrisé et redressé l'appareil. Ces hommes sont de vrais héros. Ladies and gentlemen, this is the captain speaking. Is anyone hurt? Do we have a doctor on board? L'homme derrière moi était couvert de sang, car il avait heurté le compartiment à bagages à plusieurs reprises. Il n'y avait plus un bruit dans la cabine. Pas un son. Personne ne parlait. Nous osions à peine chuchoter, car nous ne savions toujours pas si nous allions nous en sortir. Dynasty 006 fell off my screen, but she's back now. À Auckland, Brian Campbell prend la relève à la tour de contrôle. Il appelle le vol 6. Dynasty 006, Oakland Center, do you hear me? Can you fly the plane? 006, we are flamed out. We are... Emergency. We are 9,000. 9,000. Roger, roger. We have radar contact. Auckland Center, Dynasty 006, we can control the aircraft. Roger. La situation est de retour à la normale moins de 10 minutes après la défaillance des moteurs. Auckland Center, Request radar vectors to return to course. There really is nothing I can do. Je ne pouvais rien faire pour aider le pilote, sauf lui donner sa destination et l'altitude requise. J'avais l'impression qu'il maîtrisait bien son appareil. Dynasty 006, Oakland Center, are you declaring an emergency? Do you want to divert to San Francisco? Negative, Oakland Center. Condition normal now. We will continue to Los Angeles. Le contrôleur aérien permet au vol 6 de grimper jusqu'à 10 500 mètres d'altitude. Mais un autre problème se déclare. Roger, Auckland Center. Captain, our landing gear is down and walk. Can you bring them up? Negative. The hydraulic fluid in System 1 is empty. Le train d'atterrissage est déployé. Le fluide hydraulique qui permet, entre autres, de maîtriser le train d'atterrissage s'échappe lentement du système. Auckland Center, Dynasty 006, request new clearance to maintain flight level 270. Dynasty 006, Oakland Center, do you have injuries? Stand by, Auckland Center. Sir, are you okay? My head. Un passager souffre de blessures graves et une vingtaine d'autres souffrent d'échymoses et d'égratignures. Dynasty 006, we have at least 2 injuries on board. Dynasty 006, Oakland Center, are you declaring an emergency? Do you want to divert to San Francisco? Stand by, Oakland Center. Oakland Center, Dynasty 006, we're declaring an emergency. We request a direct route To San Francisco. Well, they cleared all the other airplanes out of Tous the les way. autres avions ont quitté les lieux et l'aéroport a immédiatement libéré la piste d'atterrissage. Il a pu atterrir à San Francisco dans les plus brefs délais. Dynasty 006, Oakland Center, you are now cleared. You are free to descend at pilot's discretion. Il y a plusieurs blessés à bord et l'appareil est endommagé. Les gouvernes de profondeur arrière qui contrôlent l'altitude de l'avion ne semblent pas fonctionner. Sans elles, le commandant Ho aura peine à atterrir en toute sécurité.
Le Boeing 747 est énorme et réagit très lentement aux commandes du pilote. Il y avait de fortes chances qu'il s'écrase dans l'océan. Dans ces moments-là, il faut faire preuve d'un sang-froid exemplaire. Le commandant Ho doit atterrir à l'aide des manettes de poussée. Il a interrompu le plongeon terrifiant. Malgré tout, le vol 6 risque encore de s'écraser en catastrophe. Le vol 6 de China Airlines a presque atteint sa destination lorsqu'il entreprend soudainement un plongeon vertigineux. Après un plongeon terrifiant, l'équipage parvient à redresser l'appareil. Mais celui-ci est lourdement endommagé. Les gouvernes de profondeur arrière ne fonctionnent plus. Le commandant Ho doit atterrir en ralentissant lentement les moteurs. Il entreprend une descente contrôlée vers la piste d'atterrissage. C'était un atterrissage parfait. Il a touché le sol comme si de rien n'était. Ladies and gentlemen, this is Captain Ho speaking. Wishing you a safe journey. I hope you enjoyed our uneventful flight. Thank you for flying China Airlines. I thought he was a hero. He saved our C'était un lives. héros. Il a sauvé notre vie. We fell Nous ne pouvions pas lui en vouloir. We don't know how far we fell. That time. Non, il était un héros et tout le monde se portait bien. It was fine. Au sol, on peut enfin constater l'ampleur des dégâts. Une énorme pièce de machinerie lourde, plus grosse qu'un immeuble, gisait sur l'aire de trafic. Elle était déchiquetée. Le stabilisateur était gravement endommagé, comme si une tornade ou une grue en avait arraché des morceaux. J'étais étonné par l'ampleur des dégâts. On sait maintenant pourquoi l'équipage a éprouvé autant de difficultés à atterrir. La section arrière de l'appareil a été sévèrement endommagée pendant la chute de l'avion et lorsque les portes du train d'atterrissage sont tombées. Si l'appareil avait été encore plus endommagé, l'équipage n'aurait jamais pu le maîtriser. Une vingtaine de passagers souffrent de blessures mineures. Un seul doit être hospitalisé brièvement. La catastrophe a été évitée de justesse. Mais comment expliquer une telle situation? Les enquêteurs du Conseil national de la sécurité des transports, le NTSB, arrivent sur les lieux le jour même. On envoie l'enregistreur de conversation de poste de pilotage à Washington, mais celui-ci s'efface automatiquement à chaque demi-heure. Il ne reste aucun enregistrement du plongeon de l'appareil. Sans ces enregistrements, nous devions recréer les déclarations de l'équipage et tout ce qui s'est passé dans le poste de pilotage à l'aide des autres données à notre disposition. L'enregistreur de données de vol a capté tous les mouvements des instruments de l'appareil. Mais les enquêteurs ne sont pas au bout de leur peine. L'enregistreur a subi des dommages durant la chute et des problèmes électroniques ont interrompu les enregistrements. Les enquêteurs devront reconstituer les événements pour récupérer l'information. L'enquête s'annonce pénible. Les enquêteurs se penchent donc sur l'information à leur disposition. Les passagers et l'équipage rapportent que l'avion a traversé une zone turbulente avant que le quatrième moteur ne cesse de tourner. La turbulence a-t-elle causé cette défaillance?
Les cartes météorologiques dévoilent un phénomène de turbulence au-dessus de l'océan Pacifique, mais rien de suffisant pour causer la défaillance d'un moteur. Les enquêteurs analysent les 4 moteurs. Malgré la brusque descente de l'appareil, ils sont tous en bon état. Mais les enquêteurs font une analyse plus poussée du 4e moteur puisque celui-ci avait déjà éprouvé quelques problèmes mécaniques. Un des moteurs fonctionnait anormalement. L'équipage croyait que le moteur s'était éteint et qu'il y avait un grave problème. Les enquêteurs mesurent l'usure du régulateur du robinet de débit. Celle-ci n'est que d'1/10 de millimètre, ce qui suffit malgré tout pour réduire le débit d'essence vers le 4e moteur. Les enquêteurs concluent que la poussée du 4e moteur était plus faible que prévu à 12 000 mètres d'altitude. Le moteur a essentiellement cessé de fonctionner. Selon le livret technique d'Aéronef, le 4e moteur a subi des réparations à 2 reprises au cours de la semaine précédente. Les réparations avaient-elles été mal effectuées? Est-ce la cause de la catastrophe à bord du vol 6? Les enquêteurs du NTSB se penchent sur l'entretien du 4e moteur. Mais après plusieurs semaines, les enquêteurs concluent qu'il n'était pas nécessaire de remplacer le 4e moteur. Les réparations avaient été effectuées avec rigueur et le moteur fonctionnait parfaitement bien. Mais même si le moteur avait cessé de tourner, l'avion n'aurait jamais dû se retrouver dans une telle situation. Le Boeing 747 est conçu pour pouvoir fonctionner avec 3 moteurs. La perte d'un moteur sur un avion à 4 moteurs est un événement anodin. Il faut s'adapter à la situation. Il suffit de régulariser le fonctionnement de l'appareil et celui-ci volera avec 3 moteurs sans difficulté. We're banking right, Captain. Airspeed 230. L'avion volera tout de même, mais de façon moins efficace, puisque le moteur qui ne tourne plus exerce une certaine résistance. L'appareil nécessitera plus d'essence, c'est tout. Take a look at engine out procedures. Work out a 3-engine cruise altitude. Yes, Captain. Les procédures à suivre en cas de bris de moteur sont claires, mais l'équipage du vol 6 ne les a pas suivies. Le pilote a plutôt tenté de rallumer le moteur immédiatement plutôt que de réduire son altitude. Reignite engine 4. Yes, Captain. Ils ont tenté de redémarrer le moteur à une altitude trop élevée. On doit effectuer ce genre de manœuvre à moins de 9200 mètres, alors qu'ils se trouvaient à plus de 12 000 mètres d'altitude. No response, Captain. Mais cette erreur n'aurait jamais dû causer le plongeon terrifiant de l'appareil. Comment un problème si simple a-t-il pu dégénérer en une telle catastrophe? I've lost ADI. The ADIs have malfunctioned. It's going out of limits. Pour obtenir plus d'informations, les enquêteurs ont interrogé l'équipage. Le commandant a dit que l'ADI ne fonctionnait plus. Puis, selon l'ADI de secours, l'avion déviait de sa trajectoire. L'équipage affirme que l'ADI, l'indicateur d'assiette, qui assure le niveau de l'appareil, ne fonctionnait plus. Ils ont conclu que les ADI ne fonctionnaient plus, car les données qu'ils diffusaient leur semblaient erronées. Mais selon les analyses du NTSB, les ADI étaient en bon état. Le 4e moteur était déjà éteint lorsque nous avons viré vers la droite. Nous descendions de plus en plus vite. Puis les 3 autres moteurs ont cessé de tourner. Les enquêteurs sont perplexes lorsque l'équipage affirme que tous les moteurs ont cessé de tourner. Selon l'enregistreur de données de vol, tous les moteurs fonctionnaient, sauf le 4e. Si les moteurs avaient tous cessé de tourner, d'autres problèmes seraient survenus, comme la dépressurisation de la cabine. Rien de tel ne s'est produit. Lorsque nous avons réduit notre altitude, les 3 premiers moteurs se sont mis à tourner de nouveau.
Puis nous avons réussi à redémarrer le 4e moteur. Engine 4 reignited. L'équipage a repris la maîtrise de l'appareil en fin de plongeon. C'était une manœuvre remarquable. Mais les enquêteurs restent perplexes. Le récit de l'équipage ne correspond pas aux données. Après des mois d'enquête, ils réussissent à reconstituer les événements qui se sont déroulés au-dessus de l'océan Pacifique. La reconstitution inclut les informations de l'enregistreur de données de vol, des entrevues avec l'équipage et des transcriptions de la tour de contrôle. L'enquête mène à une seule conclusion. Le Boeing 747 était en parfait état, sauf pour l'usure du régulateur du robinet de débit. En effet, ce sont les décisions de l'équipage qui ont failli causer l'écrasement du vol 6. Les enquêteurs du NTSB analysent la catastrophe évitée de justesse lors du vol 6 de China Airlines. En 1985, le Boeing 747 a fait une chute de 10 km en 2 minutes, mais l'avion était en parfait état. Les enquêteurs se penchent sur les gestes de l'équipage pour élucider les circonstances entourant les événements. Peu après 10 heures, heure normale du Pacifique, le 4e moteur faiblit. Engine 4 is giving us weak thrust. Le mécanicien de bord n'arrive pas à résoudre le problème. Les enquêteurs découvrent qu'il a oublié une étape cruciale du processus. Il n'a jamais fermé la vanne de régulation d'air de prélèvement. Cette vanne aide à refroidir l'appareil en utilisant l'air du moteur. Lorsque le moteur ne fonctionne pas, on doit fermer la vanne afin que le moteur puisse utiliser tout l'air nécessaire pour redémarrer. C'est étonnant qu'il ait oublié de fermer la vanne. Il ne s'attendait probablement pas à l'ordre du commandant de rallumer le moteur à plus de 12 000 mètres d'altitude. Puisque la vanne était ouverte, il était impossible de redémarrer le moteur. Sans le savoir, le mécanicien de bord a déclenché une bombe à retardement. Le 4e moteur faiblit lentement. We're losing speed. Puisqu'un seul moteur fonctionne du côté droit de l'appareil, ce dernier se met à virer. Pour l'empêcher de virer vers la droite, l'équipage aurait dû se servir de la gouverne de direction pour contrecarrer le déséquilibre des moteurs. Mais plutôt que de manier la gouverne de direction, le commandant Ho se fie au pilote automatique. Celui-ci est conçu pour ne pas déplacer la gouverne. Il peut ajuster les ailerons et les déporteurs sur les ailes, mais ceux-ci ne sont pas assez puissants pour compenser le déséquilibre de l'appareil. Sans la gouverne, l'avion a entrepris un virage de plus en plus abrupt. Il est possible qu'il ait oublié que le pilote automatique ne peut actionner la gouverne de direction. Il tenait peut-être pour acquis que le pilote automatique pouvait effectuer les mêmes manœuvres que le pilote, mais ce n'était pas le cas. Engine 4 flamed out. Les enquêteurs constatent que le commandant Ho n'a pas repris les commandes après le bris du 4e moteur. Il s'est plutôt fié au pilote automatique. Il n'a jamais actionné la gouverne avec son pied gauche. Airspeed 240. Il n'a jamais utilisé la gouverne pour compenser la perte du moteur extérieur droit de l'appareil. L'avion a ralenti. Cette petite erreur du pilote aurait pu causer un écrasement. S'il avait mis le pied gauche sur la gouverne, tout cela ne se serait jamais produit. Reignite engine 4. Yes, Captain. Plutôt que de prendre les commandes de l'appareil, le commandant Ho se concentre sur le bris du 4e moteur. Pourtant, ceci est la tâche du mécanicien de bord. No response, Captain. L'équipage doit toujours se concentrer sur les commandes de l'appareil. Mais à plusieurs reprises, on a constaté que l'équipage est souvent distrait par les systèmes.
Dans ce cas-ci, c'était un moteur. Mais parfois, il peut s'agir d'une simple ampoule ou n'importe quel autre bris. Si l'équipage en entier se concentre sur une seule chose et que personne ne prend les commandes de l'appareil, il lui est impossible d'intervenir en situation critique. C'est un moment critique. L'avion se renversera bientôt avant de piquer du nez. Les enquêteurs concluent que le pilote se concentrait sur l'anémomètre, mais n'a jamais jeté un coup d'œil sur l'instrument juste à côté, l'indicateur d'assiette ou l'ADI. Grâce à l'ADI, il aurait constaté que l'avion virait dangereusement vers la droite. L'équipage s'est penché sur un seul problème et a perdu sa vue d'ensemble. Ce faisant, il a négligé d'accomplir une importante partie de ses tâches, la surveillance de chacun des instruments de bord. Il est important d'être conscient de toutes les données disponibles. Il faut surveiller continuellement les instruments. L'avion pique du nez au travers d'un amoncellement important de nuages. Sans la ligne d'horizon, l'équipage doit se fier à ses instruments pour maîtriser l'appareil. Selon les enquêteurs, les membres de l'équipage étaient si désorientés qu'ils étaient convaincus que leurs instruments ne fonctionnaient plus. Ils ne croyaient plus en leurs instruments. Ils croyaient que l'ADI ne fonctionnait plus, mais c'était faux. L'avion faisait bel et bien des acrobaties. Lorsque l'avion plonge vers le sol, l'équipage commet une autre grave erreur de jugement. Selon l'ADI de secours, l'avion déviait de sa trajectoire. J'ai tenté de rallumer... Durant les entrevues, le mécanicien de bord affirme aux enquêteurs que les 3 autres moteurs ont cessé de tourner. On a piqué du nez, puis les 3 autres moteurs ont cessé de fonctionner. Mais selon l'enregistreur de données de vol, c'est faux. Les moteurs fonctionnaient. Le mécanicien de bord avait commis une grave erreur. L'enquête conclut que les 3 moteurs ont faibli considérablement, non pas à cause d'un bris, mais parce que les manettes de poussée avaient été abaissées dans le but de ralentir l'avion. Le mécanicien de bord ne l'a jamais remarqué. Si le mécanicien de bord n'avait pas vu le commandant abaisser les manettes, je pourrais comprendre son erreur. Il aurait pu effectivement penser que les moteurs tournaient au ralenti à cause d'un bris. Les enquêteurs passent des mois à reconstituer les événements à bord du vol 6 de China Airlines. Ils croient comprendre ce qui s'est produit. Il s'agit maintenant d'établir pourquoi. Les enquêteurs découvrent leur réponse en analysant les événements survenus quelques heures avant l'incident. Ils constatent un problème qui aura un impact sur les pilotes du monde entier. Une série d'erreurs de pilotage mènent à la chute du vol 6 de China Airlines en 1985. L'avion dégringole de 10 km vers l'océan Pacifique. L'équipage en reprend la maîtrise, mais l'appareil est lourdement endommagé. Étonnamment, personne n'a péri. Les enquêteurs découvrent une série d'erreurs de pilotage qui auraient pu causer la mort des passagers et de l'équipage à bord du vol 6. Mais comment un équipage formé et expérimenté a-t-il pu commettre autant de bévues? Les enquêteurs du NTSB analysent tout ce qui aurait pu affecter le comportement de l'équipage et s'aventurent dans un domaine encore peu connu. C'était la première fois qu'un rapport du NTSB mentionnait le rythme circadien, l'horloge biologique. On affirmait que le trouble du rythme veille-sommeil
et la perturbation du système circadien auraient pu empêcher le pilote expérimenté d'un Boeing 747 de constater ce qui aurait semblé évident à tout autre pilote, comme le fait que l'avion se renversait alors qu'il se concentrait sur un bris de moteur. Le commandant Ho a eu les 15 heures de repos réglementaires avant de prendre les commandes de l'appareil. Les enquêteurs se penchent donc sur son horaire la veille du vol. Je ne crois pas que j'étais épuisé. J'ai mal dormi, mais... L'accident s'est produit vers 2 heures, heure locale. C'est important de le noter. La plupart des gens dorment à cette heure-là. Il faisait nuit, et le rythme circadien de son corps agissait donc en conséquence. Le commandant ne dort jamais bien pendant le vol. Je travaille chez China Airlines depuis plusieurs années et je n'ai jamais vécu une telle situation. Il a raison. Il est difficile de dormir dans un avion. Encore plus pour la personne qui est responsable du bon fonctionnement de l'appareil. Tous les membres de l'équipage étaient très qualifiés, mais leur horaire les a rendus vulnérables aux effets de la fatigue. Au cours des 6 jours précédant le vol 6, le commandant Ho avait effectué 6 vols et traversé 18 fuseaux horaires. Selon les études du NTSB, le décalage horaire aurait pu contribuer à l'incident. Tous ces facteurs ont contribué ce jour-là à sa contre-performance. Les enquêteurs examinent aussi les instruments qui doivent faciliter la tâche de l'équipage. Take a look at engine out procedures. Work out a 3-engine cruise altitude. Yes, Captain. L'équipage dans le poste de pilotage est là pour réagir en cas de situation d'urgence. On tient pour acquis qu'il peut résoudre un problème rapidement, même s'il s'agit d'une situation que personne n'aurait pu prévoir. L'être humain peut raisonner de façon créative, contrairement à la technologie. L'automatisation ne peut trouver une solution à un nouveau problème. Les enquêteurs du NTSB concluent que la fatigue et l'ennui causés par la monotonie des tâches We're banking right, Captain. I'm disengaging autopilot. ont encouragé le commandant à se fier trop longtemps au pilote automatique. Il a hésité à prendre les commandes de l'appareil car il se fiait au système. C'était une grave erreur de pilotage. L'équipage n'a pas agi comme il le devait. Suite à cet incident sur le vol 6 et à d'autres situations semblables partout dans le monde, les constructeurs d'avions ont reconçu leur système automatisé. Après cet incident, Boeing a réitéré sa volonté de donner le contrôle de l'appareil aux pilotes. Ceux-ci doivent être capables de manipuler les instruments comme bon leur semble, quitte à endommager l'appareil. C'est préférable à ce que le système automatisé contredise le pilote et que celui-ci remette en question son jugement et son autorité. Peu importe les erreurs de l'équipage, il a tout de même accompli son ultime devoir. Les membres de l'équipage ont repris la maîtrise de l'appareil. Ils ignoraient l'ampleur des dégâts et ont effectué des manœuvres d'une délicatesse et d'une rigueur inouïe pour éviter d'autres ennuis avant l'atterrissage. Ils ont réussi l'exploit le plus important, ils ont sauvé l'avion. C'est tout ce qui compte. En principe, c'est le devoir le plus important du pilote. Il faut sauver l'avion et les passagers à bord. C'est ce que l'équipage du vol 6 a fait.
Jamais je n'oublierai ce moment. J'ai survécu. La chance m'a souri. Il faut croire que je ne devais pas mourir ce jour-là. Le pilote nous a tous sauvés. Il a commis une grave erreur, mais il s'en est sorti. Il y avait un autre héros ce jour-là, le Boeing 747. Il a subi des manœuvres et des contre-coups extraordinaires. Malgré tout, il a survécu. Grâce à sa robustesse, ses passagers ont atterri sains et saufs. Des avions de combat poursuivent un Boeing 737 qui décrit des cercles dans le ciel au-dessus d'Athènes. 522, do you read? Over. Personne ne répond aux appels, mais un homme est aux commandes de l'appareil. Plus de 100 passagers sont à bord. On croyait qu'il s'agissait d'un détournement ou d'une attaque terroriste. Qu'est-il arrivé à l'équipage et aux passagers? Et qui est aux commandes de l'appareil? Helios 522, do you read? Over. Mayday, mayday. Le 14 août 2005, tôt en matinée, l'équipage du vol 522 de Helios Airways se prépare à quitter Chypre en direction d'Athènes. Andreas Prodromou, 25 ans, devait être en congé aujourd'hui. Il est entré au travail pour passer du temps avec sa petite amie qui travaille aussi pour Helios. The sort of day I'd like to be out flying. You will, Andreas. Andreas Prodromou est agent de bord, mais espère un jour devenir pilote pour Helios. Andreas rêvait d'être un pilote professionnel. Mais j'aurais bien aimé qu'il s'implique dans l'entreprise familiale. On en discutait fréquemment. Le commandant de bord et le copilote s'affairent à préparer l'avion pour le décollage. Le commandant Hans Merten de l'Allemagne de l'Est est un pilote engagé par Helios durant la période achalandée des vacances. Are you almost through? Pardon? You almost done. Nearly. Pambos Charalambous, le copilote, est originaire de Chypre et travaille exclusivement pour Helios depuis 5 ans. Avant de décoller, l'équipage doit examiner le tableau de bord et le poste de pilotage. C'est une vérification de routine nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil. Helios offre des vols nolisés en Grèce à des tarifs réduits. C'est le week-end et les 115 passagers à bord sont pour la plupart des familles qui profitent des vacances estivales. If you need any more help, let me know. We're just about to take off. L'entreprise offre des vols à des tarifs réduits. Aucune boisson n'est servie pendant les courts déplacements. Par contre, Helios est une option intéressante pour les voyageurs qui surveillent leurs dépenses. Flight attendants, please take your seats. Prepare to take off.
Quelques minutes après 9 heures, le vol 522 s'envole dans un ciel ensoleillé. Nicosia Area Control, this is Helios 522. Request cruising at 340. Helios 522, you are cleared to climb to 340. Have a good day. Set 340, 340. Quelques minutes après le décollage, l'avion grimpe encore jusqu'à son altitude de croisière. Un signal d'alarme retentit soudainement dans le poste de pilotage. What is it? Take-off config warning? Les pilotes sont perplexes. Le système d'alarme décollage retentit normalement au sol pour les prévenir que l'appareil n'est pas prêt à décoller. L'équipage ne sait pas pourquoi il retentit maintenant. Inquiet, le commandant de bord appelle le centre des opérations de Helios à l'aéroport de Larnaca, à Chypre. Operations, this is Flight 522, over. Flight 522, what can I do for you? We have a takeoff config warning on. Pardon? Takeoff config warning is on. I'm sure it's nothing. I'll let you know when we level off. La première alarme retentit toujours lorsqu'un deuxième problème surgit. Le voyant d'avertissement principal s'allume. Certains systèmes à bord surchauffent peut-être. We now have a master caution. I'll get you an engineer. 522, just a minute. I find him very hard to understand. His accent is quite thick. Flight 522, what can I do for you? The ventilation cooling fan lights are off. Sorry, can you repeat? Les pilotes et les ingénieurs tentent de résoudre le problème. Les passagers ignorent ce qui se passe, jusqu'à ce que... Everyone, stay calm and please remain seated. Everyone, please put the oxygen masks on completely over your mouth and nose. Selon la procédure, les agents de bord doivent rester assis et mettre leur masque à oxygène. Ils peuvent aider les passagers, mais sans jamais quitter leur siège. Il est interdit de risquer sa vie pour venir en aide aux passagers qui sont tous à 5 ou 6 rangées de nos sièges. Les agents de bord doivent mettre leur masque à oxygène et attendre que l'appareil se redresse ou amorce l'atterrissage. Les agents de bord ignorent ce qui se passe. Ils attendent les directives du pilote. Les pilotes ne savent pas que les masques à oxygène dans la cabine ont été libérés, ni pourquoi l'alarme décollage retentit et pourquoi les systèmes surchauffent. Both of my equipment cooling lights are off. This is normal. Can you please confirm your problem? Mais l'ingénieur au sol ne saisit pas la situation. They are not switched off. Can you confirm that the pressurization panel is set to auto? Where are my equipment cooling circuit breakers? Behind the captain's seat. Can you see them? What's going on? There's something wrong with the electrics on 522. Je m'étais rendu au centre d'opération pour récupérer un truc. Je me suis dit, oh non, pas encore. Puis j'ai quitté les lieux. Le problème ne semble pas sérieux, mais l'avion continue de grimper et le pilote n'a toujours pas donné de consigne aux passagers. Helios 522, can you see the circuit breakers? Personne ne répond à l'ingénieur au sol. Helios 522, can you hear me? Moins d'une demi-heure après son décollage, le vol 522 poursuit sa trajectoire.
L'avion survole la mer Méditerranée en direction d'Athènes. Le vol vers la Grèce dure habituellement 1h30. Mais l'avion est maintenant dans les airs depuis plus de 2 heures et fait plusieurs passages au-dessus d'Athènes. On nous a dit qu'un avion faisait plusieurs passages sur le territoire grec et que les pilotes ne répondaient pas aux appels. On croyait qu'il s'agissait d'un détournement d'avion ou d'une attaque terroriste. Plus de 3 millions de personnes habitent Athènes. Si un avion s'y écrasait, le nombre de morts serait élevé. Personne n'était aux commandes de l'appareil. Il pouvait s'agir d'un détournement d'avion ou d'une attaque terroriste. Les autorités ont donc fait appel à l'armée. Les forces aériennes grecques envoient 2 avions de combat à la poursuite de l'appareil de Hélios. Un des avions s'approche de l'avant du Boeing. Un homme est affaissé dans le siège du copilote et il n'y a aucun signe du commandant. One figure in the cockpit of Helios 522. He appears non-responsive. Athena ACC, checking the cabin. Le pilote aperçoit les passagers, mais aucun d'entre eux ne réagit à sa présence. Puis, le pilote aperçoit un homme qui se déplace dans le poste de pilotage. Athena Control, there is one person moving in the cockpit of Helios 522. Repeat, there is one person inside the cockpit. Helios 522, do you read? Over? Helios 522, over. Flight HCY 522, this is Athena Radar Control. How do you hear? Les F-16 talonnent le Boeing, mais personne ne répond à l'appel. L'un des F-16 était derrière le Boeing 737, prêt à faire feu. L'autre se tenait près du poste de pilotage et tentait d'attirer l'attention de l'homme à bord. Soudainement, le Boeing 737 vire vers la gauche et descend. Athena ACC, Helios 522 turning sharply. Following down. L'avion descend au-dessous de son altitude de croisière de 10 000 mètres en direction du sol. Helios 522, over. Do you read? Helios 522. Do you read? Over. Puis, à 2100 mètres du sol, l'homme aux commandes réagit pour la première fois à la présence du F-16. Mais il reste muet. Ni le contrôleur aérien, ni le pilote du F-16 ne peuvent entrer en contact avec le Boeing. Peu après midi, près de 3 heures après avoir décollé de Chypre, le vol 522 de Hélios s'écrase au sol. Athena ACC, Helios 522 is down. Repeat, Helios 522 is down on Grammatico Hill. Over. Les pompiers et les sauveteurs s'empressent de se rendre sur les lieux de l'accident. Il n'y a aucun survivant. Lazaros Temedian, un agent de bord qui se trouve au centre des opérations, est estomaqué par la mauvaise nouvelle. Jamais je n'avais vu une scène aussi chaotique. À mon retour au centre des opérations, le contrôleur aérien m'a dit qu'il avait perdu l'appareil. Il s'est mis à pleurer. Hélios est une petite compagnie aérienne qui possède seulement 3 appareils. Les membres d'équipage travaillaient ensemble depuis des années. Paul Simeonides est sidéré par la mauvaise nouvelle. Lui et sa fiancée travaillent comme agents de bord chez Hélios.
Ça a été la pire demi-heure de ma vie. Victoria travaillait ce matin-là et devait s'envoler vers Glasgow. Ma famille et mes proches m'ont appelé pour savoir si Victoria et moi étions encore en vie. Ils voulaient savoir comment une telle catastrophe avait pu se produire. Le père d'Andreas Prodromou ignorait que son fils avait remplacé un collègue ce matin-là. J'étais inquiet. J'ai composé le numéro de cellulaire de mon fils, mais il ne m'a jamais répondu. Pourtant, il répond toujours. Lorsque j'ai appris la terrible nouvelle, j'ai eu l'impression que tout s'écroulait autour de moi. C'est la pire catastrophe aérienne de l'histoire de la Grèce. La plupart des 121 victimes sont des Chypriotes. L'île déclare 3 jours de deuil suite à l'accident. C'est une catastrophe inquiétante. Pendant plus d'1 heure, les contrôleurs aériens ont regardé l'avion s'approcher d'Athènes sans savoir ce qui se passait à l'intérieur de l'appareil. Les enquêteurs doivent résoudre le mystère. Une scène monstrueuse nous attendait de l'autre côté de la montagne. C'était indescriptible. Devant nous s'étalait une énorme zone noire calcinée sur laquelle on pouvait voir des cadavres et des pièces de l'avion. Les enquêteurs tentent immédiatement de comprendre la cause de l'écrasement. Dès les premiers jours, ils ressentent une énorme frustration. La boîte qui devait contenir l'enregistreur de conversation du poste de pilotage est vide. La boîte de l'enregistreur de conversation du poste de pilotage était lourdement endommagée et on n'arrivait pas à retrouver l'appareil. Les enquêteurs ont besoin de savoir ce qui est arrivé au pilote. Sans l'enregistreur de conversation, la tâche est presque impossible. So keep looking. Let's hope we can find it. Les corps récupérés sur les lieux de l'accident sont acheminés au bureau du coroner en chef d'Athènes. Les autopsies ne font qu'épaissir le mystère. Tous les passagers et les membres de l'équipage étaient vivants au moment de l'impact. Au moment du drame, on croyait que les passagers étaient morts avant l'impact. Mais ce n'était pas le cas. Ils n'ont pas subi les effets d'une substance toxique ni d'une explosion à bord de l'appareil. Ces gens sont morts dans l'écrasement. Mais si les passagers étaient encore en vie, pourquoi n'ont-ils pas réagi à la présence du F-16? Et qui était aux commandes de l'appareil alors qu'il survolait Athènes? Les enquêteurs font une découverte étonnante lorsqu'ils analysent les échantillons de tissus humains récupérés dans le poste de pilotage. L'homme aux commandes de l'avion au moment de l'écrasement était Andreas Prodromou, l'agent de bord qui, ce jour-là, a remplacé un collègue à la dernière minute. Que faisait-il dans le poste de pilotage? Tentait-il de sauver l'appareil ou s'est-il écrasé volontairement? Août 2005. Les enquêteurs sont toujours à la recherche de l'enregistreur de conversation du poste de pilotage du vol 522 qui s'est mystérieusement écrasé en Grèce. Avant que l'avion ne s'écrase, l'agent de bord Andreas Prodromou a pris les commandes de l'appareil, mais les enquêteurs ignorent pourquoi. Quelques jours après avoir retrouvé la boîte de l'enregistreur de conversation, les enquêteurs mettent enfin la main sur l'enregistreur même. Lorsque l'enquêteur principal, Akrivos Tsolakis, écoute les derniers moments du vol, il obtient un indice important. Il ne s'agissait pas d'une attaque terroriste. Andreas Prodromou a lancé un appel de détresse.
Contrairement au contrôleur aérien, l'enquêteur Tsolakis entend 5 appels de détresse sur l'enregistrement. Dès que j'ai su qu'un homme était aux commandes de l'appareil, j'étais convaincu qu'il s'agissait d'Andreas. C'était un homme courageux. Il savait piloter un avion et avait les connaissances nécessaires pour maîtriser la situation. En effet, Andreas Prodromou détenait sa licence de pilote professionnel et rêvait de devenir commandant de bord chez Helios. Mais malgré sa formation, il n'aurait jamais pu sauver l'appareil. Lorsque le pilote du F-16 l'a aperçu aux commandes, le vol 522 était dans les airs depuis plus de 3 heures. L'avion a viré vers la gauche parce que le moteur gauche n'avait plus d'essence. Peu importe la cause de l'alarme, la cause de l'écrasement est indéniable. L'enregistreur numérique de données de vol et l'enregistreur de conversation du poste de pilotage démontrent sans aucun doute que l'avion a manqué d'essence. Le vol 522 devait durer 1h30. L'avion ne contenait pas suffisamment d'essence pour un vol de plus de 3 heures. Mais pourquoi est-il resté dans les airs aussi longtemps? L'enquêteur Tsolakis sait qui était aux commandes de l'appareil et pourquoi ce dernier s'est écrasé. Mais il lui faut plus d'informations pour clore l'enquête. Son équipe découvre que le Boeing de Helios a subi plusieurs problèmes techniques qui pourraient expliquer la catastrophe. Un ingénieur de Helios dévoile que le jour même, la porte arrière de l'appareil lui a causé des ennuis. L'avion a atterri à Chypre peu après minuit le 14 août. L'équipage avait entendu de forts bruits et aperçu de la glace sur la poignée de la porte de service arrière pendant le vol. L'avion devait décoller de nouveau quelques heures plus tard. Peu après l'atterrissage, les ingénieurs font quelques vérifications. Ils effectuent des essais de pressurisation pour s'assurer que le joint d'étanchéité de la porte est en bon état. Pendant un vol, les moteurs de l'avion poussent l'air dans la cabine. Pour s'assurer que l'oxygène circule adéquatement, de petites soupapes à l'arrière de l'appareil permettent à l'air de s'échapper. Une cabine sous pression a les mêmes propriétés qu'un contenant sous pression. Elle permet aux passagers et à l'équipage de survivre à une altitude très élevée. Switching digital pressure control unit from auto to manual. Sans les moteurs, l'ingénieur utilise le groupe auxiliaire de bord pour faire pénétrer l'oxygène dans l'appareil, mettant ainsi la cabine sous pression pendant quelques minutes. C'est comme si l'on cherchait une fuite dans un pneu. On met l'avion sous pression, puis on surveille le niveau de la pression. C'est ainsi qu'on détecte les fuites d'oxygène. Selon les tests, l'air reste dans l'appareil. Après avoir complété les tests, les experts ont jugé que tout était normal. L'avion semble en bon état. Après avoir appliqué quelques autres procédures d'entretien de routine, les ingénieurs inscrivent leurs résultats dans le livret technique d'Aéronef. L'enquête piétine. La décompression explosive aurait pu causer la catastrophe. Si l'oxygène s'était échappé de l'appareil, les passagers se seraient évanouis. Mais les ingénieurs ont fait leur vérification et les pilotes des F-16 n'ont constaté aucun dégât sur le Boeing. Le fuselage semblait en bon état. Les enquêteurs peinent à résoudre le mystère.
Qu'est-ce qui a bien pu terrasser les passagers et l'équipage à bord du vol 522 et pourquoi l'un des agents de bord n'a pas été affecté? Un simple interrupteur fournira la clé de l'énigme. Tell me about what happened the day of the flight. Les enquêteurs se concentrent sur la conversation entre le commandant de bord et l'ingénieur de Helios peu après le décollage. À 3700 mètres d'altitude, une alarme a retenti dans le poste de pilotage. Operations, this is Flight 522. Over. Flight 522, what can I do for you? We have a takeoff config warning on. Pardon? Our takeoff config warning is on. En temps normal, le système d'alarme décollage ne devrait sonner que lorsque l'avion est sur la piste. Mais selon les analyses des débris de l'appareil, les volets, le train d'atterrissage et les autres systèmes pouvant le déclencher étaient tous en bon état. Pourquoi alors a-t-il sonné? L'enquêteur Akrivos Tsolakis se penche sur un petit tableau de commande découvert parmi les débris de l'avion. Are you sure this is the way it was found? It hasn't been moved at all. Par chance, nous avons découvert ce panneau de commande. L'un des interrupteurs était en mode manuel. Helios 522. Le panneau de pressurisation P5 sert à fournir un apport en oxygène adéquat aux passagers, peu importe l'altitude de l'appareil. Habituellement, la mise sous pression se produit automatiquement lorsque les moteurs font entrer de l'air dans la cabine pendant que l'avion grimpe. Mais lorsque l'interrupteur est en mode manuel, le pilote et son copilote doivent assurer l'apport en oxygène à l'aide d'un régulateur. So explain again how you tested the pressure. When I went into the cockpit, I turned the pressurization switch to manual. L'enquêteur Tsolakis apprend que les ingénieurs au sol ont placé le régulateur de pression en mode manuel pendant leur vérification de routine. Ceci leur a permis de vérifier la pression à l'intérieur de la cabine à l'aide du groupe auxiliaire de bord sans démarrer l'appareil. Mais lorsqu'ils ont terminé leur vérification, ils n'ont jamais replacé le régulateur en mode automatique. Pour mettre la cabine sous pression, les ingénieurs ont placé le régulateur en mode manuel. Ils auraient dû le replacer en mode automatique après leur vérification. Quelques heures plus tard, lorsque le pilote et le copilote se sont installés à leur poste, le régulateur était encore en mode manuel. Are you almost through? Mais les deux hommes ne l'ont jamais remarqué. Done. La mise sous pression de la cabine ne s'est donc pas effectuée automatiquement. Plus l'avion grimpait, plus l'oxygène dans la cabine se faisait rare. En oubliant de mettre le régulateur en mode automatique, l'ingénieur a mis tous les gens à bord en danger. Are you sure this is the way it was found? It hasn't been moved at all. Akrivos Tsolakis croit que le panneau de commande est la clé du mystère. Les autres problèmes éprouvés par les membres de l'équipage pourraient être reliés à l'interrupteur laissé en mode manuel. Pour le prouver, il prend une décision inhabituelle et plutôt risquée. Quatre mois après l'écrasement du vol 522 de Helios, les enquêteurs tentent une expérience insolite. L'enquêteur Akrivos Tsolakis entreprend le même voyage à bord d'un Boeing 737 d'Olympic Airlines. Si ses soupçons sont fondés, ce Boeing réagira de la même façon que l'appareil de Helios. Are we ready to go? Les reconstitutions sont importantes pour comprendre les catastrophes d'une telle ampleur. Bien sûr, ça coûte très cher d'entreprendre un vol de 3 ou 4 heures à bord d'un Boeing 737. Make sure the P5 is set to manual. It's hard to see. L'enquêteur Tsolakis demande au pilote de placer le régulateur de pression en mode manuel. Un voyant vert indique qu'il est en mode manuel, mais celui-ci est à peine visible à travers la lueur du soleil matinal.
Le Boeing 737 grimpe et l'oxygène se fait de plus en plus rare dans l'appareil. La même chose s'est produite à bord du vol 522, déclenchant ainsi le signal d'alarme. What is it? The takeoff config warning? The alarm sounded, and that alarm was... L'alarme a retenti. Et les pilotes l'ont mal identifié. Car il est presque impossible que la cabine ne se mette pas sous pression au décollage. Ça se produit très rarement. Tsolakis confirme que le manque d'oxygène a déclenché le signal d'alarme, mais il découvre aussi que le son est identique au signal du système d'alarme décollage. We have a takeoff config warning on. Même si l'équipage a mal identifié la première alarme, il avait encore une chance de cerner le problème. À 5000 mètres, le voyant d'avertissement principal s'est allumé et est resté allumé pendant près d'1 minute. Mais une fois de plus, l'équipage a mal identifié la cause du signal d'alarme. Le voyant d'avertissement principal peut indiquer le surchauffage des systèmes ou le déploiement des masques à oxygène. Dans ce cas-ci, le voyant signalait les deux problèmes simultanément. Mais puisque l'équipage ignorait les problèmes de mise sous pression, il s'est concentré sur le système de refroidissement de l'appareil. Les détecteurs de la température et de la pression ont réagi à un problème simultanément. Lors de la reconstitution, les enquêteurs observent attentivement l'équipement qui enregistre les mêmes événements à bord de leur appareil. Ils ressentent aussi l'effet du manque d'oxygène. Les premiers symptômes sont au niveau de la pression dans les oreilles et les sinus. Puis on se sent un peu étourdi, comme si on avait bu 1 ou 2 verres. Le manque d'oxygène peut aussi expliquer le comportement bizarre de l'équipage. Lorsque l'ingénieur lui a posé une question sur la mise sous pression, le commandant Merton a posé une autre question plutôt que de répondre. Where are my equipment cooling circuit breakers? Le phénomène est insidieux. C'est incroyable comme les effets sont subtils. Les gens se sentent étourdis, puis ont de la difficulté à penser clairement. C'est un véritable piège. Incapables de réagir, les gens finissent par perdre connaissance. Tsolakis croit que le pilote vérifiait les disjoncteurs derrière son siège lorsque son copilote et lui ont manqué d'air. Contrairement aux masques à oxygène dans la cabine, ceux dans le poste de pilotage ne se déploient pas automatiquement lorsqu'il y a un manque d'oxygène. Derrière la porte verrouillée du poste de pilotage, aucun des passagers n'a remarqué l'incapacité des pilotes. Ils ne savaient pas non plus qu'il manquerait bientôt d'oxygène. En effet, le générateur chimique au-dessus des sièges fournit de l'oxygène au masque pendant seulement 12 minutes. Ces générateurs fournissent suffisamment d'oxygène aux passagers jusqu'à ce que le pilote puisse réduire l'altitude de l'appareil. Dans la grande majorité des cas où une dépressurisation survient, c'est suffisant. Les passagers qui ont mis leur masque sont restés conscients jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'oxygène. Puis, ils se sont évanouis à leur tour. À plus de 10 300 mètres d'altitude, on peut rester cohérent entre 30 secondes et 1 minute avant que l'hypoxine fasse ses ravages. Les gens s'endorment, tout simplement. Malgré la perte de conscience des pilotes, l'avion poursuit son chemin vers Athènes. L'appareil entame la procédure d'attente grâce au pilote automatique. Pour éviter le même scénario lors de la reconstitution, l'enquêteur Tsolakis met la cabine sous pression. La reconstitution permet aux enquêteurs d'élucider un autre mystère sur la catastrophe du vol 522.
L'enregistreur de conversation du poste de pilotage a capté plusieurs bruits étranges, peu avant qu'Andreas Prodromou prenne les commandes de l'appareil. Tsolakis croit que ces bruits proviennent du clavier numérique dont l'agent de bord s'est servi pour ouvrir la porte du poste de pilotage. On a confirmé la source de chaque bruit. Grâce à la reconstitution, nous avons pu répondre à une foule de questions. Okay, take it down. Selon Tsolakis, les résultats de la reconstitution sont convaincants. Aucune défaillance majeure n'est survenue. La catastrophe aérienne la plus meurtrière de l'histoire de la Grèce a été causée par une série de malentendus et d'erreurs humaines. 15 mois après la tragédie, les autorités grecques publient le rapport officiel de l'enquête. Mais il reste encore plusieurs questions. Que s'est-il passé dans la cabine pendant que l'avion poursuivait sa trajectoire vers Athènes? Pourquoi Andreas Prodromou était-il encore conscient, contrairement aux autres personnes à bord? L'écrasement du vol 522 de Hélios est la pire catastrophe aérienne de l'histoire de la Grèce. Comme d'autres tragédies du genre, une série d'erreurs humaines et de problèmes mécaniques en sont la cause. Le rapport final décrit les erreurs commises par l'équipage. Ces problèmes, qui auraient pu être facilement évités, ont causé la mort de 121 personnes. Where are my equipment cooling circuit breakers? Behind the captain's seat. Can you see them? Mais les enquêteurs ignorent toujours ce qui s'est passé dans la cabine des passagers avant l'écrasement. Qu'ont fait les agents de bord et pourquoi Andreas Prodromou était-il conscient après 3 heures? Mayday. Mayday. Les formateurs et les membres d'équipage de Hélios évoquent un scénario tragique. Everyone, please put your masks on. We're not sure what the trouble is, but remain calm and please remain seated. Andreas Prodromou était assis à l'arrière de la cabine. Après le déploiement des masques, il aurait attendu les directives du pilote. L'agente de bord assise à l'avant aurait fait de même. Mais ni un ni l'autre n'aurait attendu indéfiniment. Chez Hélios, nous encourageons les agents de bord à ne pas se fier entièrement aux pilotes et à garder leur sang-froid tout en étant débrouillards. Lorsque la cabine se dépressurise, le pilote doit descendre l'avion le plus vite possible. Mais dans ce cas-ci, il a continué à grimper. Inquiet, Andreas Prodromou aurait tenté de joindre le pilote. Captain Merton. Mais le commandant ne répond pas. Can you give us an update, please? Captain Merton. Sans nouvelles du pilote, l'agent de bord se serait rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'une dépressurisation normale. Les agents de bord n'avaient aucune directive du pilote et l'avion ne descendait pas. Ils ne pouvaient plus suivre les procédures normales. Ils devaient improviser. Andreas Prodromou devait se douter que la catastrophe les guettait, mais pour le savoir, il devait se lever. La seule source d'oxygène provenait bien sûr des masques. 10% des masques sont réservés à l'équipage en cas de dépressurisation. Chaque rangée contient des masques supplémentaires pour leur usage. Prodromou aurait pu se rendre jusqu'au poste de pilotage grâce à ces masques supplémentaires. Il se serait emparé d'un masque à la fois comme un singe qui se balance de liane en liane. Mais si plus de 12 minutes s'étaient écoulées, les autres agents de bord, dont sa petite amie, étaient probablement encore assis et, tout comme les passagers, souffraient d'hypoxie. Mais Prodromou était un plongeur et un ex-soldat des forces spéciales de Chypre. Sa formation l'a peut-être aidé à combattre l'hypoxie plus longtemps. Andreas n'avait peur de rien. C'était un homme courageux qui gardait son sang-froid.
Mais il devait trouver une façon de survivre lorsque le système d'oxygène a cessé de fonctionner. Le Boeing 737 contient 4 bouteilles d'oxygène portatives. Il aurait pu les utiliser pour se déplacer. Lorsque les pilotes des F-16 l'ont aperçu dans le poste de pilotage peu avant l'écrasement, ce n'était peut-être pas la première fois qu'il y entrait. Comme il l'a fait peu avant l'écrasement, il aurait pu déverrouiller la porte plus tôt grâce au code de sécurité. Selon les procédures, l'agent de bord doit frapper à la porte du poste de pilotage. Si personne ne répond, il peut entrer en ouvrant la porte grâce au code de sécurité. Au cours de l'enquête, l'ADN du copilote a été découvert sur un des masques d'oxygène. Il est possible que Prodromou ait tenté de le réanimer. Il est possible de réanimer une victime d'hypoxie pendant un certain temps, si le manque d'oxygène n'a pas encore endommagé le cerveau. Tout dépend de la personne et pendant combien de temps il se retrouve dans un environnement sans oxygène. Mais s'il était entré dans le poste de pilotage, pourquoi en est-il ressorti? Nous ne le saurons jamais. Il était probablement désorienté et incapable de réagir comme il l'aurait fait normalement. Quel était son état physique et mental? On croit qu'il savait ce qui se passait, mais avons-nous raison? On ne le saura jamais. Après 3 heures, tous les passagers et les membres de l'équipage qui n'avaient pas de bouteille d'oxygène étaient sans doute inconscients. C'est donc un avion fantôme qui a survolé Athènes. Le cœur de la plupart des victimes battait encore, mais elles étaient toutes dans un coma irréversible. Les victimes d'hypoxie ne souffrent pas. Elles s'endorment. Mais Andreas Prodromou a vécu un véritable cauchemar. Après avoir aperçu les F-16 et constaté qu'il allait bientôt manquer d'oxygène, il savait qu'il allait mourir sous peu. Pourtant, il n'a jamais abandonné. Prodromou a tenté de sauver l'avion une dernière fois. Lorsqu'il est entré dans le poste de pilotage, l'homme qui rêvait de devenir pilote a lancé un appel de détresse. Mais personne ne peut l'entendre, car la radio émet probablement encore son signal sur la fréquence de l'aéroport Larnaca de Chypre. Andreas Prodromou ne pouvait rien contre l'hypoxie qui l'affectait de plus en plus. Aux commandes d'un appareil qu'il n'avait jamais piloté, il n'avait aucune chance. Même s'il avait su comment atterrir, il était trop tard. Les réservoirs d'essence étaient vides. On peut voir les photos d'Andreas et de sa petite amie Harris au cimetière de Chypre, où ils sont inhumés côte à côte. Je porte mon fils dans mon cœur. Il m'accompagne toujours, peu importe où je suis. Il a laissé un grand vide dans nos vies. Nous ne nous en remettrons jamais. Près des lieux de l'écrasement du vol 522 de Helios Airways, dans les montagnes au nord d'Athènes, se trouvent les photos de plusieurs des victimes.
Fanée par le soleil méditerranéen, elle veille sur le terrain accidenté, témoin de l'une des catastrophes aériennes les plus tragiques de l'histoire.